Bonjour et bienvenue dans le studio des experts. Alors, pendant un peu moins d'une heure, nous allons passer en revue les événements de la semaine et donc au menu, le menu de la semaine, c'est-à-dire l'actualité de la semaine. Vous allez le découvrir dans notre émission. Et comme nous respectons les règles sanitaires, nous avons deux invités politiques et deux experts. Je vous les présente. Philippe Lawson, fondateur et rédacteur en chef du média El Post et présentateur à LN24. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Sylvie Losberg, psy, historienne, directrice locale et présidente du Conseil des femmes. Bonjour. Bonjour. Depuis hier, donc, le CST, le fameux Covid Safe Ticket, est en application à Bruxelles. Après quelques atermoiements de dernière minute, bourgmestres des gouvernements se sont mis d'accord sur les modalités d'application et de contrôle. Yacine Mossati et Camille Desquequer ont rencontré les bourgmestres de Wolf et Mouron à ce sujet. Désormais, pour aller au théâtre, pratiquer un sport dans un établissement ou rendre visite à un proche dans une maison de repos, il faudra se munir du Covid Safe Ticket. Pour vérifier que chacun possède ce passe sanitaire, la police effectuera des contrôles de manière aléatoire, mais d'autres personnes sont également habilitées à faire cette vérification. On peut faire appel à des sociétés de contrôle ou j'écarterai Securitas, etc., de gardiennage, mais c'est payant et ça coûte cher. Donc on va utiliser le personnel communal, on doit simplement le désigner, l'accréditer pour le faire, et alors ils ont qualité pour effectivement contrôler le CST. Concrètement, à l'entrée de chaque lieu, une liste est établie avec les personnes qui peuvent contrôler le Covid Safe Ticket. Si les règles de vérification sont identiques pour les communes, chacune d'entre elles peut disposer ses travailleurs comme elle le souhaite, comme ici à Molenbeek. Dans les infrastructures sportives, nous avons choisi de prendre en charge au niveau communal les jours ouvrables et les heures classiques. De 9 à 17, c'est nous qui allons contrôler. Par contre, nous avons déjà écrit au club sportif qu'après 17h et durant tout le week-end, chacun d'eux devra désigner ses vérificateurs et sera responsable de la fréquentation dans son activité ou son association. Les agents communaux devront eux aussi posséder un pass sanitaire. Vous savez que le personnel communal, on ne peut pas l'obliger à se faire vacciner ou à faire un test, mais on peut proposer un test et on recevra un certain nombre de tests gratuits dans les communes pour pouvoir tester le personnel et vérifier s'ils sont dans les conditions pour vérifier les entrées. Le Covid Safe Ticket entre en vigueur dès ce vendredi et ce jusqu'au 15 janvier 2022. La situation épidémiologique sera évaluée tous les mois afin d'envisager son éventuelle suspension. Alors, ce Covid Safe Ticket, Philippe Lawson, le 15 octobre à Bruxelles, aux environs du 1er novembre en Wallonie et sans doute jamais en Flandre. Oui, moi, c'est ce qui m'interpelle parce que dans un petit pays comme l'échelle d'un confetti, on a des règles différentes entre les régions. Je crois que c'est déplorable. Le Covid Safe Ticket était en vigueur dans la partie francophone et pas du tout en Flandre. Donc je crois que moi j'aurais aimé que ce soit uniformisé sur tout le territoire. Malheureusement, comme c'est toujours le cas en Belgique, il y a toujours... Mais quand les chiffres de vaccination sont tellement bons en Flandre, ils ne se sentent pas obligés. Oui, mais ça veut dire que même à Bruxelles, vous avez des communes qui se chevauchent et en Flandre, vous ne présentez pas le QR code, oui. Alors qu'à Bruxelles même, vous le présentez. Donc, sur un petit territoire, déjà la Belgique est petite, mais sur un petit territoire comme Bruxelles, mais à cheval sur deux communes, on le présente ou on le présente pas. Donc ça paraît... De l'extérieur, les gens se demandent, mais les Belges, c'est un pays du Luberlu, mais avec ce CST, c'est encore plus justifié. Ouais. Un pays de carnaval avec les confettis, en tout cas. Sylvie Losberg, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce CST ? D'une part, je trouve que ce qui est important, c'est de communiquer sur le fait que c'est réversible et qu'en tout cas, ça ne dépassera pas le 15 janvier, sauf de nouveau une crise sanitaire grave. Vous dites qu'en Flandre, il y a moins de contamination. C'est pas vrai. Ces derniers jours, ça remonte de 50, parfois 60%. Non, j'ai parlé de vaccination, de taux de vaccination. Oui. Le taux de vaccination est très élevé. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on ne maîtrise pas ce qui va se passer. Donc, c'est normal de faire des mesures qui sont temporaires. Alors, les personnes qui ne veulent pas du tout se faire vacciner, bon, ils ont le test, ils ont d'autres moyens, finalement, même si c'est plus contraignant. Et puis, c'est limité dans le temps. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est qu'ici, on s'accroche sur ce Covid Safe Ticket qui serait une intrusion dans la vie privée, c'est surtout pour ça, alors qu'il y a de grands risques en Belgique sur la protection des données. Il y a eu un clash à la Chambre il n'y a même pas 10 jours en commission de justice sur l'autorité de protection des données. Il y a des conflits d'intérêts. Il y a un programme, je l'ai noté, ça s'appelle
Putting data at the center. Et donc, ce programme, c'est votre nom, composition de famille, mais tout ce qui concerne la santé, vos moyens économiques, vos antécédents judiciaires. Ça, c'est grave, ça. Et de ça, on parle beaucoup moins, je trouve. Donc, moi, je suis plus inquiète sur la fuite des données que sur cette mesure qui est temporaire et réversible. On va voir ce qu'en pensent nos deux invités politiques, deux députés bruxellois, un stibard de Jette et une geek née à Liège et qui vient à Molenbeek, un opposant minoritaire partout et une majoritaire partout, un rouge et une verte. On les reçoit. Margot Derey, donc députée bruxelloise écolo, et à ses côtés Youssef Ndichi, député bruxellois PTB. On commence par vous, Margot Derey, ce Covid Safety Kit installé par le gouvernement bruxellois dont écolo est. Bonne solution, vous êtes satisfaite de sa mise en place ? Mais écoutez, je crois que personne n'a voté le CST avec joie et ferveur. C'est quelque chose qui est nécessaire pour le collectif. Et donc, on se rend compte qu'on est arrivé à un moment de l'épidémie où de nouveaux outils doivent être utilisés. Il y en a eu d'autres auparavant. Je pourrais quand même faire allusion au confinement, qui est un outil assez radical pour le coup. Et là, maintenant, on est dans une autre temporalité. On est dans une gestion de risque. Et on essaye de développer des outils comme le CST qui vont permettre de restabiliser l'épidémie. Alors, la semaine dernière, on se disait « Ah, ça va un peu mieux ». Et puis là, cette semaine, on voit que c'est à nouveau des chiffres plutôt négatifs. Et donc, je pense que c'est utile, mais toujours bien en combinaison avec toutes les autres méthodes de vaccination, de renforcement de la vaccination, tout ce qui est prévention aussi, tout ce qui est attrait au testing encore. Et donc, je crois que ce n'est pas une mesure qui est là pour vivre seule, mais qui est là pour vivre dans un ensemble pour un moment qui est celui-ci. Alors, on va l'évaluer dans un mois, déjà. Oui. Sur quelle base ? Quel sera le critère qui décidera qu'on continue le CST ou le critère qui fera qu'on l'arrête, le CST? Donc il y avait deux options. Il y avait l'option d'utiliser, je dirais, des algorithmes mathématiques et des formules, des seuils, pour prendre la décision de manière, disons, automatique. C'est quelque chose qu'on n'a pas souhaité poursuivre. Et je trouve que c'est une bonne voie parce que c'est important, justement, puisque la question fait débat et puisqu'on en parle beaucoup et qu'il y a quand même des personnes qui sont opposées et d'autres qui sont plutôt pour, qu'on puisse garder cette espèce de souplesse, cette espèce de flexibilité. Et donc les critères, ce seront ceux de l'état des hôpitaux, de l'état de la courbe de contamination et de tout ce qui va continuer à diminuer l'épidémie, sans doute aussi la vaccination. Mais c'est Alain Marron qui va décider tout seul? Non, bien sûr que non. Ce sera des décisions qui seront collectives à tout le gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui va décider collégialement si on continue ou si on arrête. Alors Youssef Ndichi, PTB... pas spécialement favorable. Quelle est votre position? Parce que, d'un autre côté, le CST est utile quand même au niveau des mesures. Écoutez, j'entends que personne n'a voté de gaieté de cœur pour cette mesure. Je pense que c'est important quand même de rappeler que le PTB a voté contre. Donc si on n'a pas voté... Et vous, c'est de gaieté de cœur que vous avez voté contre? Écoutez, on a voté contre parce qu'on est quand même face à une succession d'échecs. Et donc, à chaque fois, on vient avec des mesures discriminatoires, répressives. Donc, première fois, les masques dans les rues. Donc, on met 250... La première chose, c'était le confinement. C'était le confinement. Et puis après, les masques. On a constat d'échec, masques, amende de 250 €. Je peux vous dire que dans les quartiers, ça s'est senti. Donc, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de témoignages de répression là-dessus. Puis après, de nouveau échec couvre-feu. Puis de nouveau échec CST. Et on voit en fait la division qui est de plus en plus profonde chez les gens, des inquiétudes. Donc on voit véritablement qu'on n'a pas réussi à donner confiance. Parce que moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'avais véritablement confiance. Je me dis, on a trouvé un vaccin, on va pouvoir vacciner tout le monde et tourner la page du Covid et arriver dans le monde d'après. Et j'ai été fort surpris qu'en fait, il y a eu un tel clivage, donc on en a discuté un petit peu tout à l'heure, mais un clivage très fort, hors antenne, qui avait un clivage tellement fort dans la société. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours pas réussi à les convaincre. Pourquoi un taux si faible de vaccination à Bruxelles? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, qui peut le mieux convaincre dans ce cheminement-là, c'est quand même le médecin généraliste, le médecin de famille. Qu'est-ce qu'on constate à Bruxelles? C'est que 45% n'ont pas de médecin de famille. Donc en Flandre, on voit qu'il y a un taux de vaccination fort. Sur le CST, Youssef Ndichi, pour revenir à l'actualité de cette semaine et de ce week-end. Les pistes du CST, donc on n'en aurait pas besoin si on aurait réussi tout ça. Et donc ici, c'est une succession d'échecs, mais c'est une succession d'échecs et c'est pour ça qu'on est
contre, en fait. Donc ici, le message que je voudrais envoyer, c'est qu'à un moment donné, est-ce que Alain Marron, est-ce que le gouvernement bruxellois pourrait changer de méthode et aller au plus près des gens, d'écouter leurs questionnements, leurs doutes, toutes les fake news et de pouvoir y répondre, de les prendre en main et d'y répondre. Je donnais l'exemple de mon fils qui me disait « Tiens, papa », donc il est vacciné, il me dit « Tiens, papa, voilà, moi je ne pourrais plus faire mon sport parce que la grande majorité des copains qui s'entraînent avec moi ne sont pas vaccinés. » Donc aujourd'hui... hier, il est puni, quoi. Il est puni parce qu'il est vacciné. Ouais, un petit peu. Et donc voilà, moi je suis peiné de tous ces jeunes qui ne pourront plus faire de sport, qui seront encore un peu plus cloisonnés chez eux. Donc voilà, il y a quand même une forme d'échec qu'on aurait pu prévoir et donc ne pas arriver au CST. Philippe Lawson. Moi, j'entends, même s'il y a eu des échecs, ça veut dire qu'on ne doit pas aller plus loin et avoir le CST. Ça ne se justifie pas, d'après vous, le CST? Je pense que le CST pourrait se justifier dans les grands festivals. Donc ça, je pense que c'est correct de l'avoir parce que, c'est à un moment donné, un festival, on fait le choix d'y aller. Mais dans la vie de société au quotidien, là, je pense que ce n'est pas nécessaire. Et là aussi, on aurait pu mettre beaucoup plus d'énergie et on doit mettre encore beaucoup plus d'énergie aujourd'hui de pouvoir aller vers les gens. Il y a eu un petit reportage qui était passé avec cette pharmacienne à Scarbeck qui sortait de sa pharmacie et qui accrochait un petit peu les gens qu'elle connaissait et qu'elle les ramenait. Et je pense que c'est ça qu'on doit... On lui a reproché d'ailleurs. On lui a reproché, mais je pense que c'est quand même une action individuelle qui est intéressante parce qu'elle connaît les gens, elle connaît leurs doutes et elle arrive à les convaincre. Et ça, je pense que c'est le fond du... Comment répondre à Youssef Ndichy? Est-ce que vous trouvez que peut-être ce CST va un peu trop loin? Le cas du sport est intéressant, parce que est-ce que ça va discriminer certains? Mais je vais prendre la question dans l'autre sens. Et moi, j'ai dans mon entourage des personnes qui sont à risque, qui étaient inquiets, qui ont vécu l'épidémie de manière très violente et qui sont vraiment cloisonnés chez eux, cloîtrés chez eux, et qui maintenant, grâce au CST, justement, permettent à leurs enfants de retourner au sport, de réavoir des activités. Eux-mêmes se permettent un peu de l'attitude de se dire, OK, on va pouvoir aller, par exemple, au restaurant ou quelque chose comme ça, alors qu'avant, les gens avaient peur. Je crois qu'il ne faut pas négliger l'impact psychologique qu'a eu la crise sur les citoyens et les citoyennes, et que du coup, dans le CST, il y a aussi ce côté de libération. Oui, mais progressive et contrôlée, où les gens se disent, OK, je suis là, je vais à cet endroit, mais je ne suis pas en train de prendre un risque pour moi-même et pour le collectif. Youssef Ndichy là-dessus. C'est vrai, parfois c'est quand même... C'est correct. Et après, positif. J'entends les jeunes me dire, à l'oreillette, de me dire, ouais, mais alors, comment ça se fait que je dois aller à l'école? Donc je me mélange avec des gens, mes camarades de classe, donc à l'école je peux aller, au sport je peux pas aller. Donc c'est toutes ces incohérences qu'il va falloir à un moment donné pouvoir répondre, résoudre. Et je pense que ça c'est le fond. Et c'est comme ça qu'on va gagner, je pense, que les gens puissent à nouveau... parce que ça c'est le mal, c'est la défiance. C'est la défiance au système, c'est la défiance aux politiques, aux médecins. Et ça, je pense que c'est le fond du fou. En disant on s'est trompé sur les masques, surtout, est-ce que vous ne mettez pas un peu de la défiance dans le discours? Non, je pense que c'est positif de dire qu'à un moment donné, on a toujours eu un temps en retard. Parfois, on s'est trompé. OK, les gars, voilà. Maintenant, on va tous se concentrer, et on va prendre des mesures qui soient cohérentes pour tous. Donc, rassurer tous ceux qui ont ce traumatisme, rassurer tous ceux qui ne sont pas encore convaincus. OK, on le met tous ensemble et le principal, c'est de pouvoir mettre le Covid derrière nous. Et ça, je pense que c'est... Et tant qu'on n'a pas résolu ça, ce sont toutes ces fake news qui sont sur YouTube, qui diffusent, qui font un mal terrible. Et certainement, aujourd'hui, c'est cette couche la plus jeune, bruxelloise, qui en fait les frais. Et ça, je suis vraiment fort peiné là-dessus. Margot Deré, est-ce que le Covid Safety Ticket va permettre de mettre le Covid derrière nous? Est-ce que ça va augmenter, par exemple, le taux de vaccination à Bruxelles? En tout cas, on espère que ça va permettre au virus de moins se diffuser dans la société, ça c'est sûr. Mais je crois, encore une fois, et là je rejoins vraiment M. Ndichy sur ce point, qu'il faut vraiment aller au contact des gens. Et c'est ce que fait la COCOM, qui est quand même une administration qui n'est pas très vieille et qui a mis plein de moyens, justement, en termes de communication pour aller dans les quartiers, aller faire de l'affichage. Écoutez, encore l'autre fois, j'étais juste en bas de chez moi à Molenbeek et maintenant il y a des petites affiches un peu partout dans le quartier de l'administration qui incitent les gens à aller se faire vacciner. On n'est pas un peu tard? Mais parce ça que, continue, est-ce que ces affichettes n'auraient pas dû être là déjà au printemps, au moment où on a démarré les vaccinations? Ça a été fait progressivement et c'est ça la difficulté, c'est que les personnes qui restent non vaccinées aujourd'hui sont sans doute les plus dures à convaincre. Mais je crois que si par exemple, dès qu'on a la parole, on arrive à inciter les gens à aller se faire vacciner, moi j'essaie de le faire régulièrement, il y a vraiment autour de moi des gens qui sont résistants et résistantes, mais j'essaie d'être pédagogue et en fait on se rend vite compte, et il y avait un article dans les médias récemment qui reprenait les raisons pour lesquelles les gens ne le faisaient pas et on se rendait compte, et là vous avez bien raison, qu'il y a beaucoup de raisons
qui ne sont pas scientifiques en fait, et qu'avec un discours justement pédagogique, on arrive à les dénouer pour avoir des personnes qui vont se faire vacciner in fine. Vous dites qu'il faut faire confiance confiance en la science, Youssef Hannichi, il faut se faire vacciner? Clairement, et je voulais rebondir un petit peu sur la campagne de communication de la COCOM. Les témoignages que je reçois de certaines maisons médicales avec lesquelles je suis en contact, c'est qu'ils ont reçu un fascicule. Une toute boîte, pour expliquer un petit peu le Covid, mais c'est au même niveau que la grippe. Rien de plus, rien de moins, je veux dire, que ce soit la grippe. Ici, on parle quand même d'une pandémie, et je pense qu'il va falloir faire un peu plus proche des médecins généralistes. Et c'est ça, c'est la clé, véritablement, c'est la première ligne qui va nous faire sortir et rendre confiance aux gens et nous faire sortir de ce marasme. Sylvie Losberg. Oui, moi, ce que je pense, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre. Et vous dites qu'il faut tout mettre en œuvre. Le Covid Safety Kit, c'est un des moyens. Alors, les discriminations qui s'en suivent, c'est comme ça a été dit, c'est dans les deux sens. Et alors, on pourrait peut-être faire des équipes de jeunes foot qui ne sont pas vaccinés, et des équipes avec des vaccinés. Mais en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même une mesure qui est temporaire et qui doit nous faire sortir de cette période. Parce que vous parlez des jeunes. Qu'est-ce qu'on voit avec le confinement et le Covid? C'est une explosion de jeunes en unité psychiatrique, des jeunes qui ont vraiment perdu pied, et pas à cause du Covid Safety Kit, à cause de tout ce qu'on a vécu maintenant. Donc, je pense que toutes les mesures doivent être prises, et aussi, bien sûr, à Bruxelles, ces difficultés de toucher la population, mais qui ne sont pas nouvelles. Cette crise a révélé, au fond, qu'il y a toute une partie de la population qui est vraiment en délitement social, qui ne sait pas se repérer dans un univers avec lequel elle n'a pas les bons codes. Et ça, je crois que c'est pas que sur la santé, donc c'est un travail de plus longue haleine. Philippe Lawson, puis Margot Doré qui conclura. Mais il y a un autre élément qu'il faut relever, c'est qu'il y a aussi les cafouillages qui ont eu lieu au sein du gouvernement bruxellois pour la mise en place de ce CST. Je crois que ça aussi, ça a ajouté à la défiance vis-à-vis de la population vis-à-vis de ce CST. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais moi, la question que j'aimerais poser à Margot Doré, comment expliquez-vous ce cafouillage au sein du gouvernement ? Moi, je ne sais pas s'il y a eu cafouillage ou si ce sont juste des débats qui ont dû se faire et en même temps être médiatisés, ce qui est toujours extrêmement difficile, puisque à chaque fois, on est dans des situations où, en fait, les personnes qui sont en manœuvre, elles n'ont pas la science infuse. En fait, elles sont là, elles essayent de réagir. Et il y a eu, c'est vrai, à certains moments, des appels à parler très vite, à se prononcer très vite sur quelque chose qui était toujours un peu sous couveuse. Donc ça, je pense qu'en effet, dans la communication, il y a toujours moyen de s'améliorer. Moi, c'est mon métier de base, donc j'y vois assez clair. Mais néanmoins, il y a c'est un mea culpa côté écolo, je ne dis pas vous personnellement. Je crois que de manière générale, dans toute la crise sanitaire, dans tous les niveaux de pouvoir confondus, oui, on peut toujours s'améliorer les questions de communication. Ça, c'est un fait. Et d'ailleurs, il y a à Bruxelles un débat qui va avoir lieu prochainement, qui a commencé d'ailleurs sur les commissions délibératives et qui parle justement, qui va allier donc des citoyens et des députés dans l'hémicycle, dans l'Assemblée pour réfléchir à comment justement mieux impliquer les citoyens dans la gestion de crise. Et il y a tout un volet qui traitera de la communication. Et je crois que ça, c'est des questions qu'on doit pouvoir aussi prendre le temps de l'analyse une fois que la crise sera derrière nous. Et alors, une chose que je voudrais pouvoir ajouter, c'est que je crois qu'on n'utilisera pas le Covid Safety Kit un jour de trop et que dès qu'il ne sera plus nécessaire, je pense que l'idée, ce sera de le lever et que là, l'enjeu, comme Madame le disait, c'est de ne pas en fait à nouveau refermer, à nouveau replonger, que ce soit le personnel de l'ORECA, les jeunes, etc., et repriver à nouveau tous ces gens d'une vie sociale. On suivra ça de très très près. Et en attendant, on va reparler un peu de communication, parce que là, il y a un endroit où il y a moins de communication du côté des colos. C'est sur l'abattage sans étourdissement. Le Conseil constitutionnel ayant statué sur la conformité d'interdire l'abattage sans étourdissement, le ministre du Bien-être animal, Bernard Clairfailly, a mis le dossier au menu du gouvernement, qu'il a reporté en tout cas d'une semaine. Mais l'accueil est donc froid, très froid. Reportage Michel Gaillard et Anna Laouan. Voici quelques-unes des boucheries halal des abattoirs d'Anderlecht. Ici, les animaux ont été abattus sans étourdissement préalable, selon les rituels des cultes. C'est d'ailleurs une demande importante de la clientèle. Pour les agneaux, on peut presque dire que c'est 95 à 100% rituel, donc c'est vraiment conséquent. Pour les bovins et les veaux, ça monte facilement au-delà de 50%. Bovins, veaux, moutons, chèvres ou chevaux, près de 50 000 bêtes ont été abattues à Anderlecht l'année dernière. Selon les calculs des abattoirs obligés, l'étourdissement menacerait quelques 200 emplois au profit d'une concurrence étrangère. On a quand même déjà des grossistes en veaux qui ont construit leur propre abattoir en France pour détourner le problème ici en Belgique. Donc la réalité montre que c'est déjà d'application.
En Pologne, vous avez des grands abattoirs de volailles pour la communauté juive, donc c'est clair que ça fasse se déplacer. Et ça, je trouve quand même hypocrite. Mais la question n'est pas uniquement économique, il s'agit aussi de bien-être animal et d'aligner Bruxelles sur la Flandre et la Wallonie. Nul ne nie qu'il y a une souffrance animale lors de l'abattage, qu'il existe des techniques simples pour éviter cette souffrance animale, qui est toutes les techniques d'étourdissement que l'on connaît en Belgique et ailleurs. Et donc la question de savoir dans quel contexte particulier, avec quel impact, quelle modalité, on peut réfléchir à cette question à Bruxelles aussi. Bernard Clairfailly rappelle que la Cour constitutionnelle qualifie l'étourdissement préalable d'atteinte légère à la liberté de culte. Ses partenaires ne sont pas tous convaincus. Le sujet devra donc encore être débattu. Alors le sujet devra être encore débattu, ça c'est le cas. Margot Derey, quel est l'avis d'Ecolo là-dessus puisque ce n'est pas, j'ai bien compris ce qui a déjà été dit, ce n'est pas dans l'accord du gouvernement. Oui. Mais le Covid n'était pas non plus dans l'accord du gouvernement. Et je crois qu'il y a eu d'autres dossiers, notamment la STIB n'était pas dans l'accord du gouvernement non plus. Donc qu'est-ce que Ecolo va faire? Quelle est la position d'Ecolo sur cette interdiction éventuelle de l'abattage sans étourdissement? Donc c'est très difficile de forcément se prononcer avant d'avoir vu le projet qui va être sur la table. Le ministre Clairfailly n'a pas encore finalisé, je pense, tous les tenants aboutissants, et il va finir, je pense, par arriver sur la table de notre Parlement, où nous aurons, je pense, l'occasion d'en débattre vraiment dans le fond. Puisqu'on sait déjà ce qui avait été décidé en Wallonie et en Flandre, donc il n'y a pas de suspense. Sur le principe de base, nous, on sait que c'est une question qui est fort en tension dans la société, puisque ça met en balance deux choses. D'abord, c'est la question du bien-être animal, qui, vous le savez, pour une écologiste, est quand même au cœur du projet politique. Et de l'autre, la question de la liberté religieuse, qui touche aux droits fondamentaux, qui est donc un autre fondamental d'écolo. Et donc, c'est pour ça que chez nous, même en interne, et je pense qu'on ne s'en cache pas, mais il y a des débats qui existent, notamment souvent des tendances du parti, plutôt Wallonie, plutôt Bruxelles. Et donc je crois que tant qu'on n'aura pas le projet sur la table, ça va être vraiment compliqué d'en parler. Mais il y a une chose que je peux déjà dire, c'est que pour nous, ce qui est intéressant, important et essentiel, c'est qu'on ne limite pas le débat sur le bien-être animal à cette question. Parce que ça en fait un dossier symbolique. Et un dossier symbolique, on sait ce que ça fait en général dans la société, ça casse des choses. Dans le reportage, il est expliqué qu'il y a déjà des fuites qui ont lieu où des gens vont se fournir ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, ça risque d'avoir des répercussions sur d'autres aspects du bien-être animal. On parle de transport, on parle d'élevage, on parle de finalement tout ce cycle de vie de la bête. Vous n'allez pas le voter. Enfin, pour être clair avec ce que vous dites, mais donc vous n'allez pas le voter. On verra bien quel est le projet qui va arriver. Et alors, chez nous, on a... Et vous, quel est votre avis personnel? Puisqu'on dit que chacun a le droit de donner un avis personnel. Mais... Pour vous, dans la balance entre le droit d'exercer la religion comme on le veut ou le bien-être animal, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Je crois que dans ma vision à moi, alors déjà, je ne mange quasiment pas de viande, donc je suis d'office un peu hors de ce débat-là. En tout cas, je trouve que c'est vraiment embêtant qu'on focalise toujours là-dessus. Parce que dans ma vision, c'est vraiment un tout petit... Enfin, je veux dire, il n'y a encore pas très longtemps en Wallonie, on broyait des poussins, quoi. Je veux dire, il y a des choses... On les broie plus? Non, c'est depuis Céline Tellier, justement. Voilà, donc une bonne nouvelle. Mais donc... Mais donc, je crois que donc vous êtes plutôt pour qu'on ne légifère pas là-dessus. Je verrai un petit peu quel sera le projet. Et en tout cas, j'espère vraiment qu'il y aura d'autres engagements par rapport au bien-être animal. Alors, avant de laisser la parole à Philippe et Sylvie, je vais demander l'avis du côté du PTB. Je ne sais pas du tout quelle est votre position, Youssef N'Dichi, sur ce texte éventuel qui arrivera au Parlement. Bon, pour la petite indication, en question d'actualité, la semaine dernière, au Parlement bruxellois, je pense qu'avoir entendu le ministre Clairfailly nous dire que ce serait le même texte qu'en Wallonie. Et donc, voilà, c'est ce qui a été dit. Donc, je pense que voilà, il doit y avoir une cohérence, normalement, une continuité, puisque le texte va être un petit peu adapté, mais je pense que le fond sera le même. Ce ne sont pas les mêmes écolos. Voilà, à Bruxelles, ce n'est pas les mêmes. Je ne suis pas chez la preuve, Ecolo. On a vu le CST, mais ce n'est pas le même jeu. Je ne suis pas chez Ecolo, mais au PTB, sous l'ancienne législature en Wallonie, on s'était abstenu, donc on était assez clair là-dessus, parce qu'effectivement, il y a des points positifs. S'abstenir, ce n'est pas toujours le plus clair. Mais ce n'était pas une abstention molle. C'était pas une abstention molle, c'était une abstention très forte, dans le sens où il y avait des avancées, comme sur les cages à poules et tout ça. Il y avait des avancées pour le bien-être animal, et donc dans ce sens-là, on pouvait les soutenir. Par contre, sur l'étourdissement, l'abattage sans étourdissement, ça, on avait quand même pas mal de problèmes là-dessus, dans le sens où, ce que Clairfailly dit, qu'il y avait un consensus scientifique qui dit que c'est sans étourdissement, avec étourdissement, ce serait plus
ce serait mieux respecter la bête voilà, ce serait plus. Mais je pense qu'il y a aussi plein de neurologues qui ont statué en mode ok, il y a pas mal de doutes là-dessus, mais sur le fond, c'est encore dans la Libre, hein, il y a 3 jours. Donc ça veut dire que pas mal vous voterez quoi? Vous allez vous abstenir aussi comme en Wallonie? On verra le texte. Hein. Donc si c'est comme en Wallonie, si c'est le même texte, on est cohérent, on va s'abstenir aussi. Mais je voudrais quand même revenir sur l'hypocrisie quand même de cette démarche. En fait, le bien-être animal n'existe pas dans l'agroalimentaire. C'est un produit où, sous l'autel du profit, le bien-être n'existe pas. Ça, il va quand même falloir le dire. Hein. Je veux dire, on a toutes ces images de ces abattoirs. Il ne faut pas améliorer les conditions, ça ne sert à rien. Pardon ? Il ne faut pas améliorer les conditions. Ah non, il faut mettre plutôt des normes plus contraignantes dans le transport, dans l'élevage. On a vu toutes ces images un petit peu dans ces abattoirs où ces bêtes étaient maltraitées depuis le départ. Et donc je pense que si on veut être vraiment un texte, et si le bien-être animal était vraiment le centre de cette loi ou de ce texte qui va arriver, si c'était vraiment ça, je pense que le bien-être animal devrait partir depuis le début et pas juste à la fin de la chaîne. On ne mangerait pas d'animaux, par exemple. Ou alors, vous seriez végétarien comme Margot Doré. Autre question très clivante dans la société, hein, la question du végétarisme, justement, où là, c'est l'inverse, où c'est plutôt dans la frange wallonne qui a beaucoup moins envie qu'on prône, par exemple, des options végétariennes. Pour des raisons économiques. Hein. Voilà. Et donc, en fait, ces raisons économiques... C'est ça, il y a une raison économique pour l'abattage. Le tout économique, on est politique, on peut mettre un frein au tout économique et mettre le bien-être au centre, mais ça demande des moyens et ça demande des normes. Alors c'est comme s'il y avait du tout économique en Wallonie et du tout religieux à Bruxelles. C'est ça que vous êtes en train de dire tous les deux? Ah non, moi j'ai jamais dit ça. Moi j'ai jamais dit ça depuis le départ. Philippe Lawson. C'est quelque part l'incohérence dans l'attitude écolo qui m'interpelle. Et je le vois encore l'exemple ici où Margot Doré n'a pas voulu répondre quand on lui demande, elle, personnellement, ce qu'elle en pense. Mais je vois qu'en Wallonie, les écolos ont voté pour le texte pour étourdissement, abattage avec étourdissement en Wallonie et en Flandre. Alors qu'à Bruxelles, ce sont les mêmes écolos. Donc moi, je ne savais pas qu'être écolo... je ne savais pas qu'être écolo, c'est différent en Wallonie et à Bruxelles. Moi, c'est quelque chose qui me surprend. Quand on est socialiste, on l'est des deux côtés. Mais être écolo en Wallonie, c'est comme si moi, écolo en Wallonie, c'est différent d'écolo à Bruxelles. Vous êtes liégeois, donc si vous allez à Liège, par exemple, écolo à Liège, c'est différent d'être écolo à Bruxelles? Mais parce que je pense que la situation à Bruxelles est différente. Et comme on a, Quelle est la différence? Le bien-être animal, c'est le même partout. Hein. Bien sûr, le bien-être animal est le même partout. Donc, mais par exemple... Si on dit que l'abattage avec étourdissement contribue au bien-être animal, il n'y a pas de frontière. Margot Doré, répondez là-dessus, puis Sylvie Losberg. Moi, je crois que la différence entre la Wallonie et Bruxelles, elle est tout à fait saine, parce que le contexte est différent, qu'ici, il y a l'abattoir d'Anderlecht qui existe, qui est là, qui fait partie du paysage, et donc on ne peut pas ignorer cette question-là quand on y réfléchit. Et la deuxième chose, c'est que nous, chez Écolo, on n'est pas dans un parti dogmatique sur les votes et intentions de chacun, et donc ça arrive que sur des votes qui sont en lien avec des questions éthiques, par exemple, on puisse voter chacun ce qu'on a envie de faire. Je trouve que c'est en fait pas du tout une incohérence, c'est plutôt chouette de se dire qu'il y a des espaces politiques dans lesquels on peut arriver en étant ok, je sais que bien avant que je sois en politique, il y avait eu un vote sur l'euthanasie des mineurs et les écologistes n'ont pas voté toutes et tous de la même manière. Moi, ça me semble ça, mais j'entends votre avis. Sylvie Losberg. Mais je pense qu'effectivement, il faut prendre un peu de hauteur par rapport à ce dossier. D'abord, il faut se rappeler, et la suspicion est légitime, que les premiers à déposer des textes pour limiter l'abattage rituel, c'est l'extrême droite, dans les années 80. Le débat a fait son chemin parce que le bien-être animal est devenu finalement un droit fondamental, et ça a pris quelques décennies. Et aujourd'hui, c'est une donnée de base de la démocratie. On ne peut pas cautionner de faire souffrir volontairement un animal. C'est bien ce que la Cour dit. Elle dit... La souffrance est évitable et donc il faut l'éviter. Maintenant, on va le tuer pour le manger, ça c'est une autre question. Mais ce qui est vraiment intéressant, au-delà de la question de l'abattage rituel, c'est ce qu'a dit la Cour constitutionnelle par rapport à ses oppositions au décret flamand, et donc ça vient de sortir ici il y a quelques jours. La Cour dit qu'il n'y a pas d'ingérence de l'État dans les religions si elle limite l'abattage rituel,
Parce que la loi civile prime sur la loi religieuse. Alors cette loi religieuse qui prévoit tel abattage, on a cherché un moyen terme qui est l'étourdissement réversible. Alors on peut en discuter, etc. Mais moi je pense que c'est vraiment ça qui est important. C'est de dire qu'au fond, c'est légitime de se sentir mal à l'aise avec une législation qui a ses relents nauséabonds d'extrême droite et anti-musulmans, pour le dire clairement. Et auparavant, dans les années 40, c'était antisémite, parce que c'était aussi la première ordonnance des nazis en Belgique, mais bon. Et d'autre part, de se poser la question de savoir, au fond, est-ce que donner des accommodements, aménager finalement en fonction des religions, est-ce que c'est une bonne chose? Je crois que la Cour le dit très clairement. Elle dit, il ne faut pas que les religions prennent le pas sur la loi civile. Donc, on trouve un moyen terme qui est l'étourdissement réversible. Et personnellement, je ne pense pas que ce soit un gros problème, sauf évidemment pour les orthodoxes, parce qu'il y a des musulmans qui sont d'accord avec la réversibilité de l'étourdissement. Pas tous, mais une partie. Donc c'est comment convaincre aussi la population qu'il faut faire la balance entre des droits, mais la balance, elle ne va pas permettre de faire primer la loi religieuse sur la loi civile. Et ça c'est ce qui est important dans l'arrêt de la Cour. Youssef Ndichy, là-dessus, sur cette primauté de la loi civile. Mais plutôt sur le bien-être animal, parce qu'on se concentre beaucoup sur le dernier coup, le coup fatal, le dernier. Mais le bien-être animal, est-ce on peut être d'accord qu'en fait, doit être depuis le départ? Et c'est là, et personne n'en parle. Et c'est là un petit peu où je dis, voilà, sur l'autel du profit, on n'a pas le temps, on a ces poules qui grandissent et elles n'ont jamais vu la clarté du jour. Vous pouvez déposer des amendements. Vous pouvez déposer des amendements. Mais c'est clair, oui. Mais tout le débat aujourd'hui, et c'est là, ça cristallise, tout le débat est sur le dernier coup fatal. Et donc en fait, et madame l'a rappelé, et je ne le savais même pas, que le premier texte était déposé par l'extrême droite, et donc ici le message est assez clair. Oui, enfin, c'est pas le même texte qu'aujourd'hui. Non, mais d'accord, mais le premier coup... Le débat a été instrumentalisé historiquement, voilà, donc le premier coup, on s'est dit, ah ouais, ok, donc l'extrême droite a bien vu que, en fait, ah ouais, là il y a quelque chose un petit peu à exciter la société, et en fait, pendant qu'on excite un petit peu la société, et là je suis quand même assez d'accord avec Margot sur cette question-là. Ok, aujourd'hui, les gens ont peur de quoi en fait? Ils ont peur de ne pas pouvoir payer leurs factures d'électricité et de gaz. Je veux dire, il y a quand même des questions socio-économiques. Tout ça, vous ne répondez pas à la question. Je ne dis pas que vous avez tort. La question, c'est de savoir s'il y a une loi qui existe en Flandre et en Wallonie. Elle va arriver, elle va être déposée au Parlement bruxellois. Est-ce que vous allez la voter, oui ou non, avec des amendements, oui ou non? On a bien compris que vous allez déposer des amendements sur le transport, le broyage des poussins, etc. Très très bien. Mais il reste quand même qu'il faudra trouver un avis, un oui ou un non, sur ce coup fatal dont vous parlez. Sur le coup fatal, pour nous, c'est non, parce qu'on sait très bien qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, ce n'est pas le bien-être animal qui est au centre de ce coup fatal et de ce débat politique-là. On voudrait nous faire croire que c'est celui-là, mais ce n'est pas du tout celui-là. Et donc, nous, ce qui est le plus important, c'est véritablement le bien-être. Tout le reste, c'est le bien-être animal dans son ensemble et pas juste le dernier coup fatal. Margot Deré, sur les remarques de Sylvie Losberg sur la loi civile et la loi religieuse. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça fait rentrer de nouveaux éléments dans le débat qui justement permettent de sortir de la binarité. Donc c'est peut-être en fait la seule voie pour ne pas justement être oui, non ou pas. Et je crois qu'il y a quelque chose, si je peux me permettre de rajouter, mais qui est intéressant, c'est que on a vu en fait que les personnes qui vont finalement se fournir ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, sur le grand schéma du mal-être animal, je vais l'appeler comme ça, en Belgique, c'est 26 millions d'animaux qui sont abattus chaque mois. Mais en fait, ça ne va rien changer. Ils sont juste abattus ailleurs. Ils vont faire un petit tour de camion ailleurs. Et donc, je crois que c'est vraiment très important d'être pragmatique aussi à ce niveau-là et de se dire, en fait, du coup, dans quelle mesure est-ce que cette mesure peut résoudre ou pas? Il faut qu'il y en ait d'autres ailleurs, alors. Mais il y a d'autres pays qui l'ont déjà interdit. Donc, en ne le faisant pas, peut-être qu'on ralentit justement ce mouvement-là. On peut dire ça à contrario. Un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a aussi l'évolution, comme le disait Sylvie, mais des techniques et des pratiques religieuses qui... Mais je suis vraiment d'accord avec l'idée de replacer ça dans un contexte plus global, parce que personnellement, en tant que laïque, je trouve que c'est une très bonne décision de la Cour. Maintenant, sur le plan de l'alimentation et des abattoirs, on a mis des guidelines, il faut faire comme si... Mais on sait très bien que c'est une catastrophe. Il faut dire, ces animaux... tous les gens qui aiment les animaux, et c'est pour ça que c'est maintenant rentré comme un droit fondamental, s'estiment
blessé quand on blesse un animal. Et c'est normal, c'est des êtres vivants. Donc je veux dire, cette dimension-là, c'est vraiment le grand débat. Je pense qu'on va devoir avoir en même temps que la planète, etc. Mais on en parlera sûrement du climat tout à l'heure. Je vous propose à présent une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celui qui vous inspire en bien ou en mal. Et on va commencer par Youssef N'Dichi. Je vous propose tout d'abord Marie Janson au centre d'une expo au Sénat sur les femmes au Parlement. C'était la première sénatrice en Belgique. Sébastien Kurz, le chancelier-chancelant autrichien qui a fait un pas de côté suite à des accusations. Fabienne Delvigne, la chapelière honorée comme citoyenne d'honneur de Woluwe-Saint-Pierre. Ou Madonna, chanteuse, chantre de la masturbation. Alors, qui choisissez-vous? Marie, Sébastien, Fabienne ou Madonna? On ne peut pas choisir pour lui? Non. Vous en aurez d'autres, ne vous inquiétez pas. Bon, j'hésite entre le chancelier-chancelant et Marie, mais je pense que Marie, la première sénatrice, je pense que c'est tout un symbole, et je pense encore plus aujourd'hui qu'hier. Donc elle a marqué l'histoire, mais je pense que voilà... Donc Marie Janson, première sénatrice élue, alors que les femmes ne votaient pas. C'est assez important. Élue grâce à des hommes. Grâce à des hommes, voilà. Voilà, exactement, voilà. bien Donc, sûr. et vous auriez choisi qui, Margot Doré, puisque vous avez l'air tellement intéressée par ces 4 personnages? Je pense que j'aurais fait le même choix que M. N'Dichi, mais j'aurais quand même peut-être salué Madonna, parce qu'on travaille beaucoup sur les questions de santé sexuelle pour le moment, et voilà, ça va un peu de légèreté aussi dans le débat. Eh bien, on va voir si vous serez tout aussi légère avec les 4 que je vous propose. Tout d'abord, Christina Amboldi, la chef de cabinet adjoint du ministre Claire Failly et future patronne d'Acteris, enfin si le gouvernement le veut. Stromae, de retour avec son single « Santé ». Jacob Mailly, le prof de religion médiatique définitivement interdit d'enseigner pendant 5 ans. Ou Lucas Elsner, le nouvel entraîneur du Standard, bien connu à l'Union, qu'il a entraîné en 2018. Je parlais à la liégeoise, évidemment. Christina, Stromae, Jacob ou Lucas, qui choisissez-vous? C'est difficile, mais je reste quand même une femme de culture, et donc je vais dire Stromae, parce que je suis un peu, voilà, c'est presque enfin, on est en plein week-end, c'est un peu la légèreté, et il fait partie des personnes qui ont quand même mis à l'agenda médiatique plein de chouettes morceaux très inspirants. Et là, aussi, ça reprend, puisqu'après 8 ans, il rechante et il remonte sur scène. Voilà, et il a su rendre souvent hommage à la Belgique, je trouve. Et dans des périodes où il y a eu beaucoup de Belgique bashing à l'international, ça fait quand même un peu plaisir. Alors, ne croyez pas que vous allez échapper à la question sur Christina Amboldi, évidemment, puisque donc dans le courant de la semaine, on a découvert sur BX1 que la nomination de Christina Amboldi pouvait être entachée potentiellement d'irrégularité, puisqu'elle a eu accès à son propre dossier de profil de recrutement, alors que le ministre avait dit qu'il avait institué une muraille de Chine. Alors, est-ce qu'il faut la nommer ou est-ce qu'il faut recommencer le recrutement? Et moi, je crois qu'il va y avoir un travail qui va être fait au sein du gouvernement et une évaluation et des discussions qui vont avoir lieu. Ce sera déjà la première étape que tout le monde s'en explique. Et puis que ça va sans doute atterrir au Parlement et qu'on aura à ce moment-là... Encore tout atterrit au Parlement, il me semble. Quand on a des députés qui posent des questions parlementaires et qui s'intéressent, voilà. Non, mais avec tous les dossiers du gouvernement qui se retrouvent au Parlement, vous allez avoir encore plus de boulot. Et vous, Youssef N'Dichi, qu'est-ce que vous pensez de alors, cette j'aurais quand même mis soit un vaccin ou un CST contre tous ces affaires qui font mal au monde politique, hein, tous ces copinages, tous ces... C'est pas encore si c'est une affaire. Hein. Voilà, elle aurait eu accès, je veux dire, ça fait mal au monde politique et ça renforce encore cette image de copinage, que les politiques, les plus hauts postes de l'administration ne sont pas ouverts avec un examen qui soit neutre, qui soit limpide pour tout le monde et qu'on puisse donner en fait l'accès aux plus hautes fonctions des administrations, non pas à l'ancienne chef de cabinet ou le copain, mais plutôt à celle qui est le plus compétent pour cette fonction-là. Elle a bien passé tous les examens de compétences. Je ne mets pas en doute ses compétences, mais venir avec elle a eu accès, elle aurait eu accès, déjà rien que ça, pour moi, ce serait hors jeu. Voilà, moi, je serais ministre. Il y aurait ça, pour moi, c'est hors jeu parce qu'on est à l'heure de rendre confiance aux politiques, de rendre confiance au rouage du politique. C'est pas comme ça qu'on va y arriver, vraiment pas. 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou vous a énervé. On commence par vous, Margot Doré. Lidl, qui est en grève depuis mercredi. Le Squid Game, qu'on retrouve partout. Des parkings qui sont pas assez chers, d'après une étude européenne. Des condamnations pour menaces digitales à la fois aux assises à Liège et aussi en Flandre, et des budgets miracles à la région et à la fédération, puisqu'on a trouvé des budgets, on a trouvé de l'argent
sans réclamer de l'argent supplémentaire en taxes. C'est merveilleux, c'est génial. Qu'est-ce que vous choisissez? Je vois bien que vous avez envie d'avoir une réponse sur la dernière, mais je vais plutôt pointer la condamnation pour les menaces sur le web, parce que vous le savez, c'est un peu une préoccupation que j'ai beaucoup, les questions de cyberviolence. Et donc, alors, j'ai pensé à vous. Mais oui, et donc en fait ici, ce qui est particulier, c'est qu'on va vraiment rassembler un jury pour trancher et pour faire le procès de ce monsieur qui avait donc tenu des propos extrêmement violents à l'égard des femmes sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez inédit. Et donc j'ai vraiment hâte de voir comment les choses vont se passer. Et puis j'espère qu'à un moment donné, on réfléchira quand même à la manière qu'on a de traiter ce type de délit, puisqu'aujourd'hui, ce sont des délits de presse. Et donc c'est pour ça qu'il y a tout ce dispositif qui est obligé d'être déployé. Donc, dans le cas de Liège, c'est effectivement un délit de presse. Et dans l'autre cas, en Flandre, c'est passé en pénal. Mais donc voilà, il y a moyen de condamner dans deux types de tribunaux. Et ça va faire du bien. On parlait précédemment de la question de donner un signal sur les délits et les violences. Ça, c'est un signal. Oui, et on aura l'occasion d'en reparler aussi. Et vous, Youssef Ndichi, qu'est-ce que vous choisissez? Tout ce qui reste m'énerve assez fort. Il faut en choisir un. Voilà, Lidl en grève, hein. Toujours ces travailleuses qui doivent se mettre en grève pour pouvoir se faire entendre. Hein. Donc on voit combien les grandes enseignes commerciales ont fait un max de fric pendant toute cette période-ci, encore plus qu'avant, et qu'il y a des travailleuses qui disent bon voilà, on craque sous toutes ces charges, et on voit que le patron ne veut pas entendre, et n'ont que la seule arme de se mettre en grève. Moi, ça m'énerve toujours, parce que c'est toujours un déchirement de voir ces dames, parce que vous le savez, avec le PTB, on va souvent sur les piquets, et les témoignages sont toujours poignants et déchirants. Mais ici, on va souvent dans les magasins, hein, vous savez. Voilà, on n'a pas encore le choix autrement, mais bon, voilà. Alors, je ne vous poserai pas de questions sur le budget, parce qu'on reparlera du budget la semaine prochaine, quand Rudy Vervoort l'aura présenté au Parlement. C'est lui qui viendra, c'est ça. Ouais, c'est lui qui viendra. Ils étaient donc entre 30 et 50 000 dans les rues de Bruxelles, c'était dimanche, pour demander une politique climatique ambitieuse. Début de semaine, des activistes avaient mis la pression sur Écolo en occupant les locaux avec comme message « Ne remplacez pas le nucléaire par le gaz ». Et d'ailleurs, ils ont été reçus par Jean-Marc Nollet. Et Margot Deré, ça ne vous a pas surpris quelque part que tous ceux qui sont activistes du climat vous poussent dans le dos pour en faire davantage? Mais ils nous poussent, nous, et puis je pense qu'ils poussent aussi tous les membres de tous les gouvernements, et donc ça reste quelque chose qui est assez essentiel. Est-ce que vous n'êtes pas un peu leurs représentants idéaux, normalement? Eh bien, plus maintenant, figurez-vous, puisque pour la première fois dans le gouvernement fédéral, chaque ministre a une feuille de route climat et va devoir se tenir à des engagements en termes de diminution des émissions. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez inédit. Je pense qu'on peut quand même se dire qu'on a une déclaration de politique qui n'a jamais été aussi verte, qu'il y a des mesures fortes qui sont mises en avant. On parle de diminuer les émissions de CO2 de moins 233 millions, c'est quand même pas rien. Et donc, évidemment que les activistes sont là et qui continuent à faire leur travail et à pousser autant qu'ils peuvent. Et je trouve que c'est hyper sain, en fait, dans notre société. Maintenant, j'espère qu'ils sont entendus, non pas seulement par les écologistes, mais aussi par tous les autres partis. D'abord, c'est dire que l'écologie n'est pas l'apanage d'un seul parti, hein, c'est partout maintenant. Mais ce qu'on remarque, c'est que quand on voit le nombre de personnes qui avaient manifesté la fois dernière, il y a une semaine, il y a plus de 50 000 personnes dans la rue, et quand on voit le budget fédéral, les efforts qui sont faits, le budget consacré au climat ou à l'environnement, c'est un budget qui n'est pas assez élevé, même, ne fût-ce que pour le rail, par exemple, 250 millions sur 3 ans. Je crois que c'est peu quand on vu l'ambition qu'on a d'attirer des gens dans les trains. Un budget de 250 millions sur 3 ans, je trouve que c'est peu. Quelle réponse, Margot Deré, là-dessus? Alors moi, j'étais venue en me disant que c'était beaucoup, mais donc peut-être que tout est... Non, mais ce dont on n'a pas encore le détail, parce que bon, quand même, le vote de confiance a été fait hier. Donc là, je parle sans avoir évidemment pu avoir tous les tenants et aboutissants. C'est qu'en fait, cet argent, il va être dépensé pour intention de faire venir de plus en plus de gens dans les transports publics, et notamment dans le rail, qui est quand même... Parce que les trains, ils sont déjà bondés, hein. Il faut surtout des trains supplémentaires. C'est pour des travaux aux voies. Oui. Donc, c'est pas acheter des trains. Donc, c'est... Déjà, l'association des navetteurs rechigne déjà en disant, mais c'est des clopinettes. Youssef Ndichi, sur les ambitions climat du gouvernement bruxellois et du gouvernement fédéral, de tous les gouvernements. De tous les gouvernements, et... sous un aspect beaucoup plus large, je me demande si on ne se trompe pas de cible, en fait.
toutes les mesures en réponse aux défis climatiques sont des mesures qui sont portées sur les gens. En région bruxelloise, la lèse, taxes kilométriques, des parkings de dissuasion qui sont payants, des amendes parking. Donc, ça, c'est mon prisme du côté bruxellois. Et donc, je me dis, OK, on met la pression sur les gens, de plus en plus sur les gens d'une manière individuelle. Et à côté de ça, je me dis que les plus gros pollueurs restent quand même la grande industrie. Et je me dis, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on ne met pas des normes? Et ça coûte pas trop cher dans un budget, de pouvoir dicter des normes sur les plus gros pollueurs. Je pense que ça nous coûterait... Des investissements pour respecter les normes. Ah, mais ça, c'est pas l'État qui devrait le faire, c'est plutôt les entreprises qui vont le faire. Et donc ça, je pense qu'au niveau budget, ça ne coûte rien à l'État, c'est ça que vous voulez. Ça ne coûte rien à l'État. Et je pense qu'on cible bien la source première d'émissions de CO2, ce sont quand même les grandes industries. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait nous dire que c'est le contraire. Le trafic routier aussi. Le trafic routier, on peut venir maintenant au trafic routier. Le trafic routier, maintenant, on essaye de remettre les camions sur les trains. Ce qui était c'était sous, je pense que c'était Isabelle Durand qui était ministre du Transport, qui avait libéralisé ce marché et qui a dit, OK, c'est devenu, on a libéralisé, c'est devenu de plus en plus cher. Qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé des camions qui étaient plus sur les trains, mais on était sur les routes. Bon, voilà, donc on marche sur la tête, on perd beaucoup trop de temps. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une urgence. On n'a plus le temps. Et il faut prendre, je pense, des mesures fortes, contraignantes, sur les premiers pollueurs. Et ce ne sont pas les gens. Et après, il y a un défi de mobilité, de qualité de l'air et d'émissions de CO2. Et ça, je ne le nie pas. Et effectivement, 250 millions, ce n'est pas pour acheter des trains, pour améliorer le trafic, pas du tout. C'est pas du tout ça, c'est vraiment infime. Aujourd'hui, on est dans une dynamique contraire. Désolé, mais on ferme des guichets de train, les gens... voilà. Je me mets le nafteur qui est en Wallonie, en Flandre, je suis en voiture, je dois aller travailler à Bruxelles. Bon, voilà, je dois déposer ma voiture dans un parking payant là où j'habite, je dois payer mon ticket de train, je dois payer mon ticket de STIB. Voilà, c'est impayable. Et en fait, il n'y a pas d'alternative qui est proposée. Et donc, on met la pression sur les gens de plus en plus. Il n'y a pas d'alternative. Aujourd'hui, on est à l'heure de ce défi climatique. À Bruxelles, on l'a entendu encore il n'y a pas très longtemps, de ce défi d'alternative. Et on parle de plus en plus de transport public gratuit. C'est possible de pouvoir faire il y a un match. C'est déjà pratiquement gratuit. Pratiquement, mais on ne va pas rentrer, je pense. Hein, mais il y a un match entre le train, la voiture, et je pense que cette alternative n'existe toujours pas aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment le plus dommage. Hein. Donc les gens n'ont pas d'autre choix que de venir en voiture. Ces parkings de dissuasion, on en parle beaucoup en région bruxelloise, mais ils sont vides. On le sait pourquoi. Ces gens qui attendent toujours un tram, un bus, voilà, les fréquences ne sont pas au top, le maillage n'est pas top. Et je pense qu'il faut pouvoir mettre une énergie beaucoup plus forte à développer une alternative que plutôt punir les gens avec taxes kilométriques, avec les amendes parking et tout ça. Donc, il y a autre chose à faire, je pense. Stéphane Dichy, je voudrais qu'on ait assez de temps pour notre dernier thème, donc je ne vous laisserai pas répondre, Margot Deré, hélas. On aura certainement l'occasion de reparler de ce débat climatique, parce que je voudrais parler de cette position de la jeune femme dans l'espace public. On s'est rendu compte que c'est difficile dans les écoles supérieures, c'est difficile dans les universités, c'est difficile même dans les cafés du cimetière d'Ixelles, ça peut être particulièrement dangereux. Elles sont des cibles pour les prédateurs, exemple avec ces jeunes femmes droguées au GHB. Samia Rami et Nicolas Kenard sont enquêtés. On l'appellera Anna. Cette jeune femme a vécu une expérience traumatisante dans un de ces bars du cimetière d'Ixelles et elle a décidé de témoigner. Le 30 juillet 2021, alors qu'elle fête la fin de ses examens avec ses amis, la soirée vire au cauchemar. Je me sens vraiment d'un seul coup tombée dans le vide et puis plus rien. Je ne me souviens de plus de rien. Mes amis m'ont expliqué qu'elles m'ont emmenée aux toilettes. Que j'ai beaucoup vomi, puis elles m'ont emmenée dehors et moi j'ai des flashs d'être dehors sur le trottoir au cimetière d'Ixelles, d'entendre ce qui se passe mais je ne vois plus rien. Je me rends compte à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais un petit peu bu, mais pas assez que pour dire que j'étais vraiment malade. Ce soir-là, les amis d'Anna, alarmés par son état, décident de l'emmener à l'hôpital. Je ne réagissais plus du tout à rien, même quand elles me touchaient, quand elles essayaient de me relever. Elles m'ont dit que j'étais vraiment un poids mort, quoi. Donc elles ne savaient pas si j'étais consciente ou pas. C'est là que j'ai une amie qui a appelé une autre amie qui est venue à la rescousse et qui, elle, m'a tapée dans la voiture, en fait, et elles m'ont emmenée à l'hôpital.
Des témoignages comme celui d'Anna affluent depuis dimanche soir sur Instagram. Un même point commun, ces femmes disent avoir été droguées et pour certaines, agressées sexuellement par des employés de ces bars du cimetière d'Ixelles. Notre rédaction s'est entretenue avec plus d'une trentaine de femmes. Tout explique ne plus avoir de souvenirs après 2-3 verres retirés au bar. Pour elles, s'il y a eu une drogue dans leur verre, c'est arrivé lors de la commande au comptoir. Suite aux multiples accusations, les bars ont répondu sur les réseaux sociaux et ils nient les faits. La police nous confirme qu'il n'y a aucune enquête en cours ni aucune plainte concernant des manquements d'un des membres de notre équipe. Et pourtant, le parquet de Bruxelles confirme que plusieurs plaintes ont été déposées pour des faits de mœurs qui auraient été commis dans le quartier du cimetière d'Ixelles ces derniers mois. Une enquête est ouverte. Alors Sylvie Losberg, on a vu que juste après, il y a eu un grand mouvement un peu qui fait penser à MeToo, balance ton folklore, balance ton porc, même une manifestation jeudi soir avec près de 2000 personnes, notamment beaucoup de femmes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un sursaut sur cette problématique de la violence et des jeunes femmes cibles dans l'espace public ? Je ne sais pas si c'est un sursaut. En tout cas, c'est une catastrophe. C'est ça qui est grave. C'est qu'en fait, on en est encore là aujourd'hui avec des filles qui arrivent à parler parce qu'il y en a une qui a parlé. Donc, tous les témoignages viennent dans la foulée de quelqu'un qui a ouvert la brèche. Alors qu'on pense vraiment qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de sensibilisation sur la question des violences. On incite les filles à parler. On a des centres de prise en charge des violences sexuelles spécifiques. Mais ce n'est pas assez. Alors, je voudrais dire 2 choses. Parce que, moi, ça m'émeut évidemment beaucoup de voir ça. C'est un de nos combats principaux au Conseil des femmes. C'est de lutter contre les violences et particulièrement les violences sexuelles. C'est 2 choses. D'une part, sur le plan de la loi, la réforme du Code pénal dit sexuel du ministre de la Justice fait une grande avancée sur la question du consentement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il fallait vraiment prouver qu'on n'avait pas consenti quand il y avait un fait d'agression sexuelle. Maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire le consentement, il doit être non seulement explicite, mais réitéré, et on peut l'enlever à tout moment. Et donc, cette notion plus positive, plus complète, et qui laisse de la place, finalement, à la décision, suivant le moment T+1, T+2, de la personne qui se sent en danger ou qui se sent maltraitée, ça, c'est vraiment très important. Mais ça, c'est quand on parle de la répression, que les faits ont été commis. Nous, ce qu'on dit depuis des années, c'est qu'il faut investir dans la prévention des violences envers les filles. Et ce n'est pas simplement en augmentant les peines, c'est en faisant de l'évrage, donc de l'éducation sexuelle partout. Et ce n'est pas le cas. C'est en travaillant sur les mentalités. Et qui sont ces types qui prennent du plaisir à faire ça ? On est quand même... moi, chaque fois, je tombe de ma chaise. C'est quoi un gars qui est jeune et qui fait ça et qui trouve que finalement, why not, quoi. C'est exactement ce que Youssef Ndiché me disait, là aussi hors antenne, c'est que vous vous demandez, mais comment est-ce qu'on peut penser à déjà trouver du GHB ? Ça veut déjà dire qu'on pense droguer la personne et vouloir faire du mal, c'est ça, hein ? Mais tout à fait, c'est là où c'est flippant. Moi, je voudrais quand même saluer le courage de cette dame qui a vécu le cauchemar et qui a pu s'exprimer, qui a déclenché une chaîne de témoignages. Vraiment, je voudrais la saluer chaleureusement. Ouais, c'est glaçant, quoi. C'est glaçant de pouvoir s'imaginer qu'un gars puisse acheter ce produit. Donc, il a tout un plan derrière lui de pouvoir commettre ces atrocités. Et là où je suis aussi fâché et en colère, c'est quand j'entends que tout est au conditionnel, on n'a pas d'autres d'informations qui viennent du parquet, mais apparemment, ce gars n'a pas senti une pression de la part de la justice, de la police, donc il n'y a pas eu d'enquête. Donc, ça a quand même perduré tout un temps. Et je pense qu'aujourd'hui, donc il y a tout un travail de prévention dès le plus jeune âge qui est important à faire dans les écoles et au-delà dans les associations. Ça, c'est important. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est à l'heure du répressif. À un moment donné, c'est stop, basta, on n'en peut plus. Et donc, effectivement, en région bruxelloise, il n'y a que 3 magistrats qui s'occupent de ce genre d'affaires. C'est beaucoup trop faible. Quand on voit qu'ici, en région bruxelloise, on a un seul centre de cas de violence sexuelle où on a police, médecins et... le centre de la rue haute, oui. C'est ça. Et il n'y en a qu'un seul, c'est à Saint-Pierre, et donc c'est pas suffisant. Il n'y en a que 3 en Belgique, bientôt 6. Mais il faut aller plus loin. Revenir, parce que dans le témoignage, rapidement, dans le témoignage, on voit qu'elle est encadrée, et c'est comme ça qu'elle a pu s'en sortir et s'exprimer. Et ça, je pense que c'est le plus important. Margot Doré, de votre côté.
Mais écoutez, moi, c'est des sujets qui me bouleversent parce que je les ai vécus aussi en tant que petite fille, quand ma mère me disait attention à ce qu'on met dans ton verre. Et donc, c'est des choses où on se rend compte qu'en fait, on multiplie les endroits d'insécurité auxquels les femmes sont confrontées de leur premier à leur dernier jour. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, en fait, de devoir toujours faire attention, toujours. Et donc, je crois qu'il y a en effet quelque chose en lien avec le traitement de la police de ces plaintes. Comment on fait pour mettre en relation des plaintes qui sont déposées à des endroits différents, dans des lieux différents, dans des commissariats différents, ou parfois même qui ne sont pas déposés. Et c'est aussi un des grands soucis aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes n'osent pas parler. Et je voulais te donner un chiffre qui me semble tout à fait intéressant. La moyenne en ce qui concerne les violences sexuelles, c'est 1 femme sur 10 qui porte plainte dans un commissariat lambda. Et dans les centres dont vous parlez, les CPVS, c'est 7 femmes sur 10 qui vont déposer plainte. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Mais aujourd'hui, et ça je me permets de le dire comme on est à l'antenne, le CPVS, il est saturé à Bruxelles. Donc, par exemple, ils ont récemment demandé qu'on appelle plutôt à passer par la ligne SOS Viol pour signaler une situation que l'on vivrait. Et ces centres, ils vont être démultipliés. Donc, vous avez parlé, on m'a dit qu'il y en aurait 7 au total. Ça balance entre 6 et 10, quoi. Voilà. Et il y a déjà au moins un par province, en fait. Il y en a un qui va ouvrir à Charleroi, un qui va ouvrir à Anvers. Et c'est un modèle qui est vraiment exemplaire. En tout cas, le modèle de Bruxelles fonctionne très bien, parfois même trop bien, c'est ce que vous dites. Et en plus, il a besoin de s'étendre et c'est difficile. Philippe Lawson, je vous laisse juste ajouter un mot si vous avez un petit mot de conclusion. Mais moi, c'est sur quoi je voudrais qu'on mette l'accent, c'est d'une part la sensibilisation et puis la répression. Ça, ce sont les deux qui doivent aller de pair. Je crois que c'est plutôt vers ça qu'il faut aller, et la sensibilisation des plus jeunes là-dessus. Donc, et surtout le fait que, bon, comme vous le dites, déjà penser à acheter ces drogues et une préméditation derrière, quoi. Donc c'est ça qui est glaçant. On termine l'émission avec nos coups de cœur. Philippe va nous parler de 2 livres. D'abord un livre qu'il a écrit lui-même. Oui. Voilà, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Non, en fait, c'est un livre que j'ai écrit sur un grand syndicaliste liégeois qui s'appelle Louis Smash. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Bien sûr. C'est un ancien responsable syndical de la CSC Métal qui a joué un grand rôle dans la sidérurgie wallonne et qui s'est battu pour la sidérurgie et qui a maintenant 82 ans. Donc, il a raconté pas mal d'anecdotes qui sont dans un livre qui est sorti le 5 octobre. Et c'est paru où? C'est paru aux éditions Les Héros, la fabrique des héros, en fait. Et alors, vous vouliez parler aussi de Racé, de Rachel Kahn. C'est le livre de Rachel Kahn que je suis en train de lire, Racé. Et donc, c'est une sportive, une juriste qui a écrit ce livre sur le fait de se sentir, d'être racisée dans la société. Je crois que c'est sa perception des choses. C'est pas une victimisation, c'est plutôt un livre. Moi, je le prends comme un livre d'espoir, hein, mais même si elle dénonce pas mal de choses, donc je crois que ça vaut la peine d'être lu et pour sensibiliser les gens qui sont encore réticents ou bien qui même ceux qu'on peut cataloguer comme des racistes, ça vaut la peine de lire ce bouquin. J'ai entendu sur RTL Paris la fois dernière que même Marine Le Pen l'a lu ce livre et l'a trouvé intéressant. Ça, je sais pas si je suis pas sûr que Rachel Kahn soit contente de cela, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Rachel Kahn, elle a plusieurs sources et plusieurs origines, et c'est ça aussi qui fait un peu sa richesse. Sylvie Losberg parlait aussi d'un livre. Oui, un livre que le Conseil des femmes vient de publier, il est sorti hier, voilà, oui. Et ça s'appelle Le corps des femmes au prisme du droit. Donc la première partie, c'est vraiment, on essaie d'analyser les origines des législations différenciées en fonction du corps, parce que le corps des hommes n'est pas pris de la même manière que le corps des femmes dans les législations. Et puis il y a une analyse droit pénal, droit sexuel et droit civil avec des juristes avec lesquels nous avons fait des webinaires et des discussions pour arriver à des prises de position et à éclairer finalement comment le corps des femmes est pris dans le droit et comment on pourrait en sortir. Merci à tous. À ne pas rater dimanche à 9h, 11h, 13h, notre procès de la loi drogue que l'on a diffusé déjà mardi soir. C'est une rediff, ça vaut la peine. C'est avec Luc Hénard, Manuela Cadelli et Christian Pagné qui refont le procès de la loi. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.